Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Julien. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview. Bah écoute, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Ouais, top, ça faisait un moment que je voulais t'avoir, donc je suis encore plus content que tu puisses répondre aux questions en tout cas. Bah écoute, ouais, merci. Quand je vois les beaux noms qui se sont succédés au cours de tes interviews, là, ça me fait plaisir d'être présent là, en tout cas. Top, super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu d'où tu viens ? Ouais, bien sûr. Voilà, je m'appelle Julien Robineau. Je viens d'un petit village de Bourgogne qui s'appelle Molem. Je suis né en Bourgogne, j'ai grandi en Bourgogne, en pleine campagne. J'ai fait mes études à Dijon, en Bourgogne également, avant de monter sur Paris, à Marcoussis, il y a quelques années maintenant, quoi. Et comment tu as eu cette opportunité et qu'est-ce que tu as fait comme études alors avant d'arriver à Marcoussis ? Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait un bac scientifique dans un petit lycée de Bourgogne. D'ailleurs, j'ai fait un bac scientifique. Ouais, d'ailleurs, c'était à refaire. Je referai peut-être différemment. Ah ouais, pourquoi ? Je fais un bac scientifique en fait parce que j'étais surtout passionné par les sciences de la vie et de la terre. Ouais. Les mathématiques, la physique, c'était pas trop mon truc. Voilà, j'ai toujours eu une passion pour la littérature, donc tu vois, j'aurais très bien pu faire un bac L. Voilà. Bon. Après, j'avais pour ambition d'être prof de PS. Très tôt, je voulais être prof de PS. Donc après, j'ai enchaîné par STAPS. Donc la logique voulait quand même que l'on fasse un bac scientifique. Quand même, c'était mieux avant de faire STAPS. Et puis là, au STAPS de Dijon, en fait, j'ai découvert plusieurs options. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres métiers que celui de professeur de PS. Je me suis très tôt passionné par le métier de l'entraînement. J'ai découvert aussi la possibilité de faire de la recherche en sciences du sport. Ça m'avait interpellé à l'époque, donc j'ai fait une licence, un master entraînement, préparation physique et management sportif. Puis j'ai fait un master 2, recherche, activité physique adaptée, parce que il me fallait un master 2 pour pouvoir enchaîner par un doctorat après. C'était la règle à l'époque, je sais pas si c'est toujours comme ça d'ailleurs. Voilà. Mais j'ai passé plusieurs années au CEP, au Centre d'expertise de la performance, Gilles Cometti, où j'ai pu connaître Gilles Cometti, puis ensuite Nicolas Babot. Ouais, stylé. Et justement, c'est à partir du master où tu t'es dit, au final, c'est pas du tout prof de PS que je veux faire et c'est vraiment de la recherche et un doctorat, ou c'est déjà dès la licence, tu savais que t'allais pas faire prof de PS et que t'allais viser un doctorat ? Bah, très tôt, en fait, dès la L1 et la L2, je savais que je voulais m'orienter sur une filière entraînement. Et puis, arrivé en L3, M1, ouais, le côté recherche me passionnait. Donc, je voulais faire un doctorat, ouais, de la recherche appliquée. Top. Et comment t'atterris à Marcoussis alors après ça ? Ouais, c'est un concours de circonstances, en fait. J'ai fait... Donc j'étais intégré au Centre d'expertise de la performance, très proche de Nicolas Babot. Il savait que je voulais poursuivre par un doctorat sur de la recherche très appliquée. Il n'y avait pas forcément des thématiques qui me convenaient à l'université. Et là, il y a la Fédération française de rugby qui montait sa cellule recherche avec Julien Pissionne à la tête de celle-ci, qui proposait des bourses CIFRE pour mener des travaux de recherche. Voilà, il y avait un financement de 2 projets de recherche qui allaient commencer pile poil à la fin de mon master 2. Donc j'ai postulé,
Ça a bien fonctionné, ça l'a fait, et voilà, c'est là que j'ai rencontré Mathieu Lacombe, le célèbre. Le fameux. Et on était les deux étudiants à faire ces deux premières thèses financées par la Fédération française de rugby. Ouais, top. Et alors, sur quoi portait ta thèse à toi? Alors moi, mon thème de thèse, il était centré autour de la problématique des entraînements combinés force aérobie, avec toute la problématique d'interférence induite par la combinaison de ces deux qualités, à savoir voilà, la qualité, l'aérobie qui pourrait être un frein au développement des qualités neuromusculaires, donc au développement de la force, de la puissance, de la vitesse. Ok. Et qu'est-ce que tu as trouvé du coup? C'était orienté sur une équipe de rugby à 7 déjà ou sur rugby à 15? Non, c'était orienté même de manière générale sur toutes les disciplines mixtes, parce que forcément, moi, voilà, je travaillais avec la Fédération française de rugby, donc je travaillais principalement avec auprès d'une population de rugbyman déjà. Mais en tout cas, c'est une problématique. Ce que je veux dire, c'est une problématique qui est transversale à différentes disciplines. Ça peut concerner tous les sports collectifs, parce que dans tous ces sports collectifs, on a besoin de qualité neuromusculaire, de vitesse, de puissance, de force, et on a besoin de répéter ces efforts tout au long d'un match. Donc la composante aérobie est omniprésente également, soit en foot, en handball, en basket, au rugby à 15, à 7, au rugby à 13, voilà. Ça concerne les sports de combat aussi, ça concerne les sports de duel, de raquettes, etc., où finalement c'est une répétition d'efforts intenses tout au long d'une rencontre. Donc déjà, c'est une problématique qui est transversale à beaucoup de disciplines. Alors après, moi, tous mes travaux de recherche toutes mes études étaient faites auprès d'une population rugby amateur semi-pro. D'accord. Top. Et qu'est-ce que tu as trouvé alors? Donc le challenge, c'était, on sait, on est dans un sport, on doit travailler les deux composantes. Il y a un problème d'interférence. Donc le challenge, c'était de savoir comment on va planifier les entraînements de telle manière à ce que l'endurance interfère le moins possible sur le développement des qualités neuromusculaires. Donc on a essayé de jouer sur différentes variables liées à la programmation de l'entraînement, à savoir l'ordre des séances, force-endurance ou endurance-force, le temps de récupération entre les séances, les types d'entraînement énergétiques, les types d'entraînement intermittents, court, intermittent long, répétition de sprint, les modalités d'entraînement énergétique, à savoir est-ce qu'ils sont courus, est-ce qu'ils sont faits sur vélo, de manière portée. On a pu voir aussi que les types de la récupération, les types de récupération, la nutrition, le froid, pouvoir avoir un impact aussi sur la régulation de ces interférences. Donc là, je te brasse en vrac un peu toutes les variables qui peuvent influencer sur cette interférence. Nous, concrètement, ce qu'on a trouvé, on a voulu privilégier déjà un ordre force endurance au sein d'une même journée quand on était dans un cadre d'entraînement bi-quotidien. Et on a vu que le temps de récupération entre les séquences était très, très important. Par exemple, mon premier sujet de recherche, on faisait varier cette variable temps de récupération. J'avais un groupe expérimental qui enchaînait force aérobie, sans temps de récupération entre les séquences. J'avais un deuxième groupe expérimental qui avait 6 heures de récupération entre les séquences. Toujours dans la même journée. Ouais, à savoir un entraînement neuromusculaire le matin, un entraînement énergétique l'après-midi. Et un autre, on était sur un entraînement finalement quotidien, avec 24 heures de récupération entre les séquences fortes de développement. Donc une journée, on avait du neuromusculaire, le lendemain, on avait de l'énergétique. Mais on ne faisait pas les deux mêmes dans la journée. Ouais. Et on a pu voir que les gains les plus importants de force, de puissance, de vitesse étaient obtenus suite au groupe d'entraînement qui faisait du quotidien, donc avec 24 heures de récupération entre les séquences. D'accord. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. On a pu voir aussi, et ça c'était l'un de mes derniers travaux de thèse, que les types d'entraînement énergétique à haute intensité, type répétition de sprint, auraient tendance à diminuer ce phénomène interférentiel.
C'est-à-dire que du coup, tu pourrais le mettre à quel moment dans ta journée? Si tu fais donc force le matin et aérobie soit le lendemain, soit le plus tard possible dans la même journée. Alors nous, dans nos modèles d'entraînement, on s'était euh, on s'était basé sur 24 heures de récupération entre nos entraînements. Donc quand on a fait jouer la variable type d'entraînement énergétique, on avait déjà notre modèle 24 heures de récupération. Donc une journée on avait de la force, le lendemain on avait une séquence énergétique qui était faite soit à basse intensité, soit à haute intensité. Voilà. Je sais pas ce que ça donne si on ferait les deux dans la même journée. C'est ouf. Et du coup, ça t'a servi parce que maintenant, donc, tu es responsable de la prépa physique de l'équipe de France masculine de rugby à 7. Et du coup, comment maintenant que tu as on va dire les clés du camion sur cette équipe où vous entraînez tous les jours, comment ça t'a aidé et comment tu l'appliques au final? Alors, bah déjà, ouais, en effet, comme tu l'as dit, hein, c'est des recherches qui sont très appliquées. Et l'objectif, c'était que ça me serve à moi, mais pas qu'à moi, hein, à tous les préparateurs physiques au sein de la FFR et concernés dans le rugby, bien sûr, hein, en France, sur le territoire. Donc, quand je parle de ça, la problématique des entraînements combinés aux préparateurs physiques de clubs professionnels, ça les chagrine un peu parce que ils pensent qu'on ne peut pas faire, comment dire, mais du quotidien en fait. Mais là-dessus déjà, je les alerte dans le sens où quand je parle de quotidien, ça ne veut pas dire qu'on va pas placer d'autres entraînements au sein de la même journée. Quand je te dis on va faire une journée, on va faire une grosse séance de développement neuromusculaire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une séance de rugby, bien sûr. Bien sûr, il y aura du rugby, mais celle-ci devra être à basse intensité. Si on fait une rugby énergétique le même jour, on va tomber finalement sur une séquence énergétique à composante aérobie, et là, il y a risque d'interférence. Donc déjà, je les avertis par rapport à ça. Là, je vous parle de vraiment planification de séquences, de sessions de développement. Et puis après, cette programmation, bien sûr, elle a une importance surtout en période de pré-saison, quand on va avoir des grosses charges d'entraînement, ou alors sur des cas particuliers, des jeunes joueurs en développement qui vont avoir des grosses charges d'entraînement, ou des joueurs en retour de blessure, voilà. En tout cas, moi, ça a eu un impact vraiment direct sur ma manière de programmer les choses, parce que j'évite le plus possible d'avoir deux entraînements énergétiques et neuromusculaires dans la même journée. Voilà. J'ai des journées qui sont identifiées neuromusculaires. Ça n'empêche qu'il peut y avoir du rugby, mais ces rugby sont contrôlés, sont faits à basse intensité moyenne, et on a des journées énergétiques où le rugby, donc ça peut être de l'énergétique intégrée au rugby, hein, ou de l'énergétique dissociée, ça dépend, voilà. Et justement sur tes manips, la diminution du gain de force quand il y avait maximum d'interférence, c'est-à-dire vraiment pas de récup, c'était combien par rapport à ton groupe qui avait les meilleurs gains et qui avait du quotidien? Alors, ce qui est déjà intéressant d'observer, c'est qu'on a pu voir que ces gains étaient très dépendants du temps de récupération qu'il y avait entre les entraînements de force et d'endurance. Plus le temps de récupération était important entre les séances et plus les gains étaient élevés. Donc on avait des gains significatifs pour le groupe 24 heures de récupération entre les séances. On avait également des gains qui étaient significatifs pour le groupe d'entraînement 6 heures de récupération entre les séances, mais ces gains étaient moindres. Et on a fait le même constat pour le groupe 0 heure de récupération entre les séances. Il y a des gains significatifs, mais des gains encore plus altérés par rapport au groupe 6 heures de récupération. Pour faire simple, si on prend un indicateur, un RM demi-squat, on a pu observer que les gains de 1 RM étaient 2 fois plus importants à l'issue du groupe d'entraînement 24 heures de récupération entre les séances par rapport au groupe d'entraînement sans temps de récupération. C'est énorme. Du coup, alors maintenant, on en vient un peu à ce que tu fais avec l'équipe de France de rugby à 7. C'est quoi les qualités physiques nécessaires pour toi en rugby à 7 par rapport au rugby à 15? Tu vois, c'est quoi on va dire les super pouvoirs
dont tu as besoin au rugby à 7 par rapport à 15? Bah forcément, il y a des petites différences. Mais après, bon, on parle de rugby déjà, hein. Il y a du combat, il y a du déplacement dans les deux sports, hein, deux sports qui sont frères, hein, qui sont jumeaux, hein. Les règles sont les mêmes, à quelques exceptions près. Déjà la durée, voilà, durée d'un match. Moi, voilà, j'aime pas trop cette comparaison 7-15 parce que vraiment les deux sont compatibles. Après, en effet, il y a des petites distinctions. Pour moi, le super pouvoir d'un joueur de rugby à 7, ça doit être sa vitesse. Après, ce qui est très important à 15 aussi, hein, on le voit d'ailleurs, les joueurs qui passent du 7 au 15, bon, sont très à l'aise sur cette dimension. Mais si je devais placer les qualités physiques prioritaires du joueur de rugby à 7, ouais, c'est la vitesse, son explosivité, sa puissance. La vitesse au sens large. Et le fait de ne pas l'avoir altéré aussi par la répétition. C'est-à-dire, pardon, excuse-moi, j'ai pas. Ben, la vitesse et le fait de pouvoir être, on va dire, à 100% de vitesse pendant tes 2 fois 7 minutes, plutôt que d'avoir ta vitesse sur 80 minutes qui, au final, elle décroît de manière importante. Quoi. Ouais, ben, c'est ce que permet de développer le rugby à 7 hein, également, hein, cette habileté à répéter les efforts. Pas seulement de vitesse, de déplacement, mais de combat aussi. Voilà, le 7, on emploie souvent le terme, c'est de l'hyper-rugby, et je trouve ce terme assez vrai, assez joli. C'est du rugby, mais encore un peu plus exacerbé sur plein de dimensions, et dont la dimension physique. Ça va vite, ça va très vite, et il faut être capable de répéter ces efforts à haute intensité, de manière très condensée, mais de manière très répétée. C'est comme un peu, je pars complètement sur un autre truc, mais c'est comme en escalade, tu sais, entre les grandes voies et le bloc. Il y a des gens qui disent qu'en fait, sur le bloc, c'est beaucoup plus court, mais en fait, la difficulté, elle est ramassée sur 3 mètres de bloc, alors que sur des grandes voies de 70 ou 100 mètres, eh ben, la difficulté, elle est répartie tout au long de la voie. Tu vois, en fait, sur du rugby à 7, tu penses que l'intensité, elle est répartie vraiment sur tes demi-temps de 7 minutes et qu'elle est hyper intense pendant 7 minutes, petite pause et 7 minutes, alors qu'elle est répartie sur 80 minutes sur du rugby à 15. Oui, exactement. C'est une bonne comparaison. Et qu'est-ce que tu penses du coup des joueurs, t'en as un peu parlé, mais qui passent par du 7 et puis qui quand ils retournent à 15, eh ben entre guillemets, on les voit cartonner et on voit qu'ils sont entre guillemets transformés quoi. Déjà, ça nous fait plaisir. Et puis, ça montre en tout cas que le 7, ça peut être un super outil de formation et de développement du joueur, du jeune joueur, mais pas que, hein, parce qu'on voit, on a eu des joueurs quand même déjà d'un certain âge, développés, déjà formés, et ce passage à 7 les a boostés, les a reboostés un peu. Donc on voit que c'est un super outil de formation et de développement sur les aspects athlétiques, mais aussi techniques et sur les aspects mentaux aussi. Parce que le 7, c'est un ascenseur émotionnel, hein. On répète plusieurs matchs sur 2 ou 3 jours. Il y a une alternance de temps fort, de temps faible. On va en parler peut-être après, hein, mais tu t'échauffes, tu matches, tu récupères. De nouveau, tu t'échauffes, tu matches, tu récupères. Ça plusieurs fois dans le week-end. Tu gagnes, tu peux avoir un sentiment d'euphorie. Tu perds, tu peux avoir de la frustration. Faut gérer tout ça et c'est épuisant sur plusieurs jours. Intéressant. Et pour donc le HSBC Series, comment tu planifies une année, on va dire classique, on va dire hors période Covid? Comment tu planifies? C'est quoi ta pré-saison et qu'est-ce que tu fais à l'approche des tournois? Alors une saison classique de 7, déjà, c'est une longue pré-saison. C'est une pré-saison qui peut être similaire à ce qu'on retrouve en hémisphère sud, je pense, ce qu'on a au rugby à 13 ou au foot australien, où ils ont pas loin de 3 mois de pré-saison. Bah, nous, c'est la même chose. Donc c'est confortable parce que c'est confortable, mais en même temps, ça peut être un casse-tête aussi. Parce que on peut aborder différentes choses, il faut bien agencer les choses. Voilà. Donc généralement dans ces 3 mois de pré-saison, on a un gros mois de développement
On a vraiment une charge d'entraînement progressive, la première, la quatrième semaine. On en profite pour faire nos tests, nos bilans médicaux, nos tests physiques. Moi, généralement, les tests physiques, j'aime pas les faire la première semaine. Je préfère remettre en jambes les mecs, même s'ils ont déjà eu de la préparation physique en autonomie, en amont de la reprise collective, et puis les mecs s'entretiennent. Mais bon, je préfère les appliquer au bout de la deuxième ou troisième semaine, quand je sais que ces valeurs vont avoir de la consistance. Voilà. Ensuite, après ce mois de développement, avec des grosses charges de travail, on a un mois de compétition de préparation. Voilà, on a des tournois de préparation où ce sont des tournois amicaux, donc on peut gérer les temps de jeu de nos joueurs. C'est bien parce qu'on peut être progressif dans notre prise. On a du rugby X aussi, on a des compétitions de rugby X. Alors le rugby X, c'est un nouveau concept. C'est du 5 contre 5 sur un quart de terrain. Et il commence à y avoir des compétitions officielles. Ça se joue en indoor. C'est dommage parce que le Covid a mis un coup d'arrêt à ça, ce développement. Mais c'est un sport de fou, c'est un truc de dingue. Donc le tournoi qu'on avait fait, c'était à l'O2 Arena à Londres. C'est un peu notre Accor Arena à Paris, le Bercy pour les anciens, quoi, voilà. Et c'est un spectacle de dingue. Déjà physiquement, c'est super intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de collisions, de passages au sol. Donc tu bosses toute cette réactivité pour le joueur de rugby qui est très intéressante. Tu passes au sol vite, tu te remets sur les appuis. Autrement, il y a des espaces et il y a marque à tous les coups. Il y a beaucoup de duels. Il y a des duels permanents, donc tu bosses vachement sur ces composantes accélération, décélération, freinage et tout ça. Voilà. C'est pas du 7, mais tu bosses des choses qui peuvent être profitables à 7. C'est transférable, exactement. Donc pendant un mois, voilà, on fait de la compète à 7, du rugby X parce qu'on y trouve un intérêt. Et puis après, on a un mois, on bascule tranquillement sur une période finale d'affûtage avec de nouveau des pics au niveau de la charge de travail, mais on diminue quand même sacrément notre volume. Hein. Et puis on attaque notre première compétition début décembre généralement. Et puis après, on a une longue phase compétitive aussi où on enchaîne plusieurs tournées, 5 tournées World Series, où il y a 2 tournois qui se succèdent sur 2 semaines consécutives. Et là, on voyage beaucoup. Environ tous les mois. Donc, en gros, notre rythme, c'est on rentre 3 semaines en France, on repart 3 semaines, on rentre 3 semaines, on repart 3 semaines. Ça, de décembre à mai. Donc, là, c'est dur. Ouais. Pour la gestion du décalage horaire, fatigue, voyage, gestion d'un point de vue familial, voilà, il y a des problématiques. Ouais. Putain, c'est chaud. Et par rapport à tout le travail que tu as fait en pré-saison, est-ce que tu as encore l'occasion de les entraîner et de venir les impacter, ou juste tu fais de la gestion entre guillemets et de presque de l'affûtage, de la récup, de l'affûtage, enfin, comment ça se passe? Mais en fait, quand on se dit, allez, on a un mois entre les tournées, on se dit, bon, on est large, on a le temps encore pour développer les choses. Mais au final, on retombe sur des problématiques de sport co, entre guillemets, classiques où ça match tous les week-ends. Je pense. Hein. Donc, pour répondre à ta question, on est plus finalement sur... On essaye d'optimiser les choses, mais on peut plus entreprendre de période de développement. Parce que, en fait, on rentre de tournée. Bien souvent, on est à l'autre bout du monde. Donc, on rentre de tournée, on rentre un mardi. Mardi matin, on rentre chez nous le soir, mardi soir. Voilà. Après 2 jours de voyage, tu as le décalage horaire à gérer. Les joueurs ont la fatigue de l'enchaînement des 2 tournois, de la tournée. Donc, toute cette semaine, la première semaine, elle est dédiée à la récupération ou à se recaler du décalage horaire. Voilà. On reprend l'entraînement collectif 1 semaine après. Là, c'est une semaine de reprise, donc on est vraiment progressif au niveau de la charge d'entraînement. Et bien souvent, on retrouve des mecs qui sont pas recalés encore du décalage horaire 1 semaine après. Hein. Quand on rentre d'Amérique ou quand on rentre d'Océanie, parce qu'on peut comprendre, il y a une petite décompression des joueurs aussi quand ils rentrent de tournée, donc ils font moins l'effort de se recaler quand ils sont chez eux. Donc parfois, ils le traînent pendant 1 semaine. Donc notre 2e semaine, charge d'entraînement légère, moyenne. On bascule sur notre 3e semaine. 3e semaine, bon, là, les joueurs sont de nouveau en jambes, recalés. On peut remettre un petit peu d'intensité au niveau de notre travail. Mais au milieu de cette 3e semaine, on doit repartir à la tournée d'après.
Donc là, de nouveau, on est sur une gestion du voyage, du décalage horaire et tout ça. Et puis, on approche de la compétition. Donc, tu t'aperçois qu'on a, on a très peu de marge de manœuvre. Ça va vite. Ça doit être passionnant, mais ça doit être vraiment un casse-tête à gérer quand même. Et sur une gestion d'un tournoi, on va dire ton warm-up juste avant le premier match, donc souvent le samedi matin, qu'est-ce que tu fais, ou le matin du premier jour du tournoi, qu'est-ce que tu fais, et après, à chaque match, en gros, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça dure, je dis n'importe quoi, une demi-heure et tu les fais cracher à fond, ou est-ce que tu fais juste 10 minutes et quelque chose de la réactivité vraiment condensé sur 10 minutes pour pas trop les user, mais que ce soit intense quand même? Comment tu gères sur ton premier warm-up et après au fur et à mesure du tournoi? Ouais, on essaie de pas mal plancher aussi sur cette problématique parce que, bon, déjà, c'est parti d'un constat de terrain où il y en a plusieurs retours de nos joueurs qui nous disaient le premier match, je sais pas pourquoi, mais c'est là où je me sens le moins bien. Je trouve pas mon second souffle, j'ai les jambes cramées dès les premières accélérations, voilà. Pourtant, on avait tendance à faire des échauffements quand même assez épais, quoi, qui le mettaient dans le rouge. Bon, moi, à partir de ça, je me suis rapproché aussi, à l'époque, on va souvent bosser à l'INSEP, et on s'est rapproché des lutteurs. Et tu sais, les lutteurs, ils ont un format de compétition aussi, avec plusieurs combats étalés sur une journée. Et eux, ce qu'ils nous disaient, ils faisaient une espèce d'activation, un préconditionnement, en fait, avant 1h30 à 2 heures avant leur premier combat. Donc même, en fait, ils faisaient un échauffement avant l'échauffement. En l'occurrence, c'était pas un échauffement, c'était vraiment une séance de physique avant leur premier combat, quoi. Pour les aider pour les aider à se mettre dedans, à trouver leur second souffle très rapidement et tout ça. On a vu qu'il y avait plusieurs équipes, dont les Blacks aussi, qui le faisaient sur le circuit, les Américains aussi, voilà, ils appelaient ça le blowout. Voilà. Donc nous, on s'est mis à le tester à l'entraînement. On a eu des réponses plutôt positives de la part des joueurs. Voilà, moi j'ai regardé dans la littérature s'il y avait des choses décrites là-dessus. Il y a très peu de choses. Il y a plus des choses par rapport à une activation cardiovasculaire, mais chez les sports d'endurance. Voilà, a priori, cette activation permettait de réduire la durée d'activation du système cardiovasculaire au début de ton épreuve. On a pu voir aussi que ça permettait d'avoir une augmentation de la concentration de testostérone. Donc bon, voilà, on a pu avoir des choses quand même positives dans la littérature. On l'a testé auprès de nos joueurs. Ils ont des bons ressentis. Ils se sentaient pas plus fatigués que ça en fin de journée, à la fin du tournoi. Donc, on l'a adopté. Voilà, on l'a adopté. On est revenu. Je te fais toute l'historique, hein, désolé, je parle beaucoup, mais. Vas-y. Non, c'est très bien. Et maintenant, on fait un petit peu. Je vais pas dire qu'on fait le retour en arrière, mais finalement, on s'apercevait qu'en le faisant sur des journées à 3 matchs, on avait des journées à rallonge. Parce que si tu fais ça 2 heures avant ton premier match, parce que tu commences plus des tôt. fois ton premier match il est à 10 heures, donc tu le faisais ça à 7h30 du matin, quoi. Donc 7h30 du matin, tu les fais se lever à 6 heures. Quand tu sais que ton dernier match il va être à 19 ou 20 heures, voilà. On sait que physiquement ça allait répondre, mais c'est par rapport à la charge mentale, quoi, la charge cognitive. On voulait s'épargner ça. Donc maintenant, en fait, la tendance, c'est quand on a des formats de compétition avec des journées à 3 matchs, on ne le fait pas. On essaye de faire un échauffement bien épais, qui les mette dans le rouge. Voilà, mais simplement un échauffement. Quand on a des journées de compétition avec 1 ou 2 matchs, parce que ça peut arriver, et l'après-midi, généralement, on se fait ce conditionnement 2 heures avant le premier match. Voilà, c'est plus ça notre logique maintenant. C'est intéressant. Et justement, alors, qu'est-ce que tu mets après sur comment tu récupères même, et qu'est-ce que tu mets comme warm-up après, juste avant les prochains matchs du tournoi? Alors, les échauffements, ils sont dégressifs en durée tout au long du tournoi. Le premier échauffement, si on n'a pas le conditionnement 2 heures avant, on fait un échauffement de 25 minutes avant le premier match. Voilà. Si on a le conditionnement avant, on fait un premier échauffement de 15-20 minutes. Après, le deuxième ou troisième échauffement de fin de journée, on peut tomber sur des échauffements à 10-15 minutes, hein, simplement. Voilà, sur la partie collective. Hein. Mais les joueurs, et puis ils s'entraînent à ça, on les entraîne aussi à ça. Ça va, ils montent en température
très très rapidement, même mentalement, ils arrivent à switcher très très rapidement les joueurs de 7. Quand je te parlais du rugby X, là, la première édition, au niveau organisation, on n'avait quasiment pas d'air d'échauffement, on s'est chauffé sur un parking. Il y avait une pauvre moquette d'installer, on s'est chauffé sur un parking. On s'est chauffé pendant 5 minutes avant de faire les matchs. C'est tout, c'est ce que je trouve assez drôle et c'est quelque chose d'assez fou dans le rugby à 7. Ça. Et les joueurs, alors justement, est-ce qu'ils appréciaient de s'échauffer moins longtemps au final et ils se trouvaient mieux ça les a pas, ou est-ce qu'au final ça les a pas perturbés pas... ils sont habitués à ça, de s'échauffer un peu n'importe où, parce que des fois quand on fait ces conditionnements on n'a pas accès au terrain, donc des fois c'est des choses qu'on fait dans des parcs ou sur des parkings ou tu vois, donc ils sont habitués à ça, ils sont habitués. Et qu'est-ce que tu mets alors dans tes échauffements, tu vois, sur l'avant-match? Est-ce que tu mets du cardio? Est-ce que tu mets de la vitesse? Est-ce que tu mets de la pliométrie? Est-ce que tu mets du duel? Alors c'est toujours la même structure, toujours le même cadre, sauf que la durée est dégressive. Voilà, c'est la durée qui change. Il y a déjà il y a une partie de préparation individuelle du joueur dans le vestiaire. Voilà, les cervicales, les épaules, de la proprio, ils ont tous leur routine. Ça, ils le font pendant 5 à 10 minutes avant qu'on sorte sur le terrain. Moi, ensuite, je les prends sur une partie très athlétique. Voilà, un réveil musculaire du haut, du bas du corps, du balistique avec des étirements dynamiques. J'induis un petit peu de manipulation aussi pour qu'ils se réveillent les yeux, la tronche, la prise d'information. Donc, on met un ballon souvent dans tout ça. Ensuite, ils ont une partie de manipulation avec le coach. Voilà, ils allongent quelques passes. Ensuite, il y a une partie combat, un skills de combat. Et ensuite, il y a une partie collective où ils se mettent en opposition. On fait 2 ou 3 ballons. Ça dure 3-4 minutes. Et à la fin, on se regroupe et on fait une explo, un sprint de 50 mètres tous ensemble. Putain! C'est pas mal ça, c'est cette idée de sprint. Et ça, c'est quoi? 2 minutes, 1 minute avant le match? Non, bien plus, parce que on doit repasser au vestiaire, mettre les maillots de match, et ensuite on doit aller au couloir. Donc on arrête notre échauffement 9 minutes. Allez, j'essaye de gratter à 8 minutes des fois, mais 8 à 10 minutes en gros avant le coup d'envoi. Putain, donc ils ont quand même le temps un peu de redescendre au final. On repasse au vestiaire. Après, c'est rythmé. Déjà, tu marches, tu vas au vestiaire, tu mets ton maillot, tu vas au tunnel. Et puis, moi, je leur dis, c'est des choses qu'on prépare avant. Les gars, vous entrez sur le terrain, bam, vous refaites un sprint, quoi. Ah, stylé. Ah, c'est trop bien. Et alors, j'en viens à la prépa que vous avez fait donc pour cette année-là, en 2021, qui était une année olympique. On sait qu'il y a eu le Covid aussi. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous changeriez si c'était à refaire comme ça? Alors, c'était une année très très particulière, difficile, mais pas que pour nous, pour tout le monde, pour toutes les équipes, pour toutes les personnes qui bossent dans le milieu du sport et autres. Année vraiment compliquée. Bon, bref, ça nous a totalement bouleversé notre planning parce que en gros, on a arrêté notre dernière compétition, c'était en mars 2000, je suis perdu dans les dates, mais ça devait être mars 2020. Mars 2020, on n'a pas eu une compétition officielle avant, ça devait être à Dubaï, avril 2021. Donc pendant 1 an, les joueurs n'ont pas eu de compétition officielle. On aurait pu en avoir avant, au mois de février, mais sauf qu'on a eu un épisode Covid au sein de notre équipe. On devait faire participer à 2 tournois à Madrid avec les Argentins, les Kenyans, les Américains, où il y a des bonnes oppositions en plus. Et on a eu un épisode Covid, donc on a dû annuler cette participation au tournoi. Plusieurs reprises pendant cette année et demie là, on était touché par des épisodes Covid, donc c'est de l'adaptation permanente, des stages qui s'annulent, de l'entraînement à domicile, où moi je leur envoie des programmes d'entraînement. Sachant qu'au début, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une alerte par rapport à la limite de la fréquence cardiaque. Fallait faire attention à pas les mettre les joueurs dans le rouge parce qu'on savait pas trop
Ouais. quel risque, Avec le c'est myocardite ça, et tout ça, quel ouais. risque ils pouvaient avoir, les asymptomatiques. Et donc c'était compliqué. Et puis de l'entraînement par petits groupes quand on était en stage, parce que des fois on a eu des cas contacts quand on était en stage, donc entraînement par petits groupes, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y a des joueurs qui sont partis à jouer à 15 du coup, tout au long de l'année. On a perdu un peu cette dynamique parce qu'en plus la saison 2019-2020, on finit 6e au rang mondial. On était sur une très bonne dynamique. Et c'est rageant parce que tu t'aperçois que finalement le 6e du dernier classement mondial ne participe pas aux Jeux Olympiques. Donc c'est ce qui fait la difficulté des systèmes de qualification. Et nous, on est dans une zone Europe qui est très dure. Bon, c'est comme ça, voilà. Et je sais que vous faites appel à, on va dire, des intervenants extérieurs et d'autres disciplines. Il y a Guillaume Tanon qui intervient avec vous sur la vitesse. Pourquoi vous êtes allé le chercher? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ouais, on a pas mal collaboré depuis maintenant quasiment 2 ans peut-être avec Guy. Alors déjà, c'est un plaisir de fonctionner avec lui parce que c'est quelqu'un vraiment déjà de super compétent. On connaît tous ses qualités d'entraîneur, très pédagogue, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très calme, qui est super sympa, et c'est vraiment un plaisir de travailler, d'échanger avec lui. Super enrichissant, vraiment. On travaille avec lui, on essaye de travailler sur des choses fines d'un point de vue technique. Comme je te donne des exemples, mais le travail de gainage, de tonicité de la cheville, le gainage, le placement du bassin, l'alignement des segments. Voilà, on travaille vraiment sur ces choses fines avec lui. On prend le temps de bosser ces choses-là. Après, moi, mon rôle, c'est d'assurer le transfert, en fait, entre ce qu'ils vont acquérir d'un point de vue technique, quand on fait des séances très athlétiques, comment on va le transférer après sur le terrain et rendre ces choses très spécifiques à la vitesse d'un joueur de rugby, quoi. Parce que la qualité de vitesse au rugby, on en a un peu parlé au début, mais c'est bien sûr, faut être rapide, faut avoir une Vmax élevée, mais il y a de la puissance, il y a du démarrage, il y a de l'accélération, il y a du changement de direction. On sort de l'axe, il y a du changement de direction qui impose un changement de rythme aussi. Donc tout ça, voilà, il faut transférer les choses dans notre discipline. Carrément. Et est-ce qu'il intervient justement en pré-saison, là où tu as un peu du temps de développer ces qualités-là, ou est-ce qu'il vient même en cours de saison et entre les tournois? On fait les deux. Là, sur cette pré-saison, ça a été compliqué parce qu'on repart sur un nouveau cycle. Nous, on avait une grosse restructuration aussi en interne, avec beaucoup de nouveaux joueurs aussi, donc c'était pas la priorité encore. Mais les années d'avant, il y avait des interventions en pré-saison, où c'est là finalement on avait nos plus grosses charges d'entraînement sur cette dimension technique. Et puis après, on essaye d'entretenir ça tout au long de la saison. Il y a des rappels tout au long de la saison. C'est trop bien. Et justement, tu vas chercher dans quelle autre discipline pour améliorer les joueurs et pour apprendre des trucs? Je te l'ai dit, on bosse souvent à l'INSEP. On va souvent à l'INSEP et là-bas, c'est un régal, franchement. C'est notre deuxième centre d'entraînement avec Marcoussis. Et on se régale parce qu'on est au contact de plein de sportifs, disciplines super différentes. On peut côtoyer des gyms, des nageurs, des lutteurs, des haltérophiles, c'est énorme. C'est l'esprit village olympique, quoi. Et puis nous, ça nous permet de voir aussi des entraîneurs d'autres disciplines. Alors des fois, on s'aperçoit que on se croit seul au monde bien souvent, seul à avoir des problèmes et tout ça, mais on s'aperçoit que les autres ont les mêmes problèmes ou d'autres problèmes. Enfin bref, c'est sympa d'échanger. On s'est beaucoup rapproché des lutteurs pour ce qui nous intéressait chez eux, c'est ce travail d'agilité et de réactivité au sol. Tu les vois fonctionner sur un tatami. Je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, si je pense tatami, mais c'est des félins les mecs, quoi. Ils ont une agilité au sol qui est dingue. Donc pour nous, ça nous permet d'optimiser l'efficacité de la lutte au sol, à savoir notamment ces phases de ruck et tout ça, quoi. Ça nous permet de développer aussi stabilité, à rester debout, à rester fort sur les appuis. Nous, ce qu'on recherche, notamment dans le projet de jeu France, c'est d'éviter le plus possible de passer par le sol et de faire vivre le ballon en restant debout. Donc ça, c'est intéressant aussi chez eux, cette capacité à rester debout. Ouais. Donc tu cherches à être indéformable
et pour pas encaisser et restituer en lâchant le ballon ou quelque chose comme ça. Exactement, rester fort au contact et faire vivre le ballon, quoi. Et vous avez fait des séances un peu croisées justement où eux sont venus à Marcoussis pour toucher un peu le ballon et voir que c'était un ruck, ou vous avez pas osé? On avait prévu de le mettre en place. Et malheureusement, il y a eu le Covid qui nous a freinés. Parce qu'on leur disait, les mecs, on vient toujours chez vous et tout ça, mais quand est-ce que vous venez à Marcoussis? Et ils étaient super enchantés parce que eux, je pense que ça leur ferait plaisir de sortir aussi de leur cadre d'entraînement. Comme nous, ça nous fait plaisir de sortir de Marcoussis. Et puis, ça serait marrant de faire des séances terrain, des séances de physique en côte, parce que quand on fait des séances, des circuits avec eux, ils nous martyrisent un peu. C'est dur. C'est des efforts auxquels on n'a pas forcément l'habitude. Avec beaucoup d'endurance musculaire, tu vois, beaucoup de travail avec leur sac bulgare, là, voilà. Donc, moi, j'aimerais bien leur proposer une séquence de répétition de sprint en côte, tu vois, quelque chose de ce type-là, quoi. Voilà, pour les lutteurs. Après, on bosse beaucoup aussi avec le basket, et notamment le basket 3-3. Tu sais que c'est olympique maintenant, et on trouvait le parallèle sympa entre, tu vois, le basket 3-3 par rapport au basket classique, et nous, le 7 par rapport au 15. Et puis, on voyait des transferts aussi par rapport au travail d'aérien, tu sais, la lutte sous le panier, la lutte aérienne un peu. Et puis, le 3-3, vu que t'es moins sur un terrain, t'es que 3, t'es tout le temps impliqué par le jeu, un peu comme un 7. T'as du déplacement permanent, du duel permanent, de la recherche d'intervalle, comme tu peux avoir à 7. Donc, voilà. On cherchait ça chez eux. On a pu faire du water polo aussi. Alors là, c'était super fun parce que le milieu aquatique, voilà, c'est un milieu qui est très hostile aux joueurs de rugby. Donc bon là, on a des joueurs qui savent à peine nager. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais du coup on leur met des, tu sais, des ceintures là, comme on donne aux gosses pour qu'ils apprennent à nager. Hein, tu vois. Et donc là, ce qu'on recherche, et on travaille d'un point de vue énergétique, on travaille le mental, on travaille la résilience. Voilà. Ouais. Et parce que tu as beaucoup de phases de lutte aussi, hein, il me semble, en water polo. Ouais, carrément. C'est balèze, hein. Ça, des fois, on a une petite piscine à Marcoussis sur des fins de semaine en pré-saison, quand ils sont bien mâchés, quand on a bien couru. J'organise des sessions water polo avec mes règles à nous, quoi. Tu vois, on met 2 tables de kiné de part et d'autre de la piscine qui font les cages, en fait. Et on fait souvent de l'énergétique en water polo. Bah, je fais des séquences d'une 30. C'est tout, parce qu'ils sont morts, ils savent à peine nager. Ils savent pas rester en haut, Non, ils sont morts. Mais du coup, quand on le fait entre nous, ils se mettent des bons brins, quoi. Il y a de la lutte sous l'eau et tout ça, c'est bien, c'est sympa. Et puis, par rapport à l'extra rugby, entre guillemets, on a travaillé aussi un peu avec le cirque. Alors, ça peut faire sourire comme ça, mais pareil, on s'aperçoit qu'il peut y avoir vachement de parallèles, quoi. On a travaillé avec un monsieur, pareil, où la rencontre a été formidable, et qui s'appelle Roland Bontaz, qui a travaillé au Cirque du Soleil. Et en fait, on l'a connu lors de nos centres, nos camps d'entraînement à Cap-Breton de pré-saison. Lui était basé là-bas. Et on a voulu bosser avec lui parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de transferts en termes de gainage. Voilà, c'est un peu comme l'acro-gym, tu vois, il y a des postures. En fait, on voulait faire travailler musculairement, mais en sortant les joueurs du cadre aussi. Donc, ce qu'on recherchait avec eux, c'est le travail de gainage, de renforcement, être tonique, et aussi un travail de dextérité, parce que dans le cirque, tu as de la manipulation, tu vois, les quilles, le jonglage, et tout ça. Donc, travail des mains, des doigts, tu vois, tous ces repères fins. C'est passionnant de taper dans autant de disciplines différentes. Et pareil, le cirque, vous les avez invités à venir se frotter un peu à Marcoussis, à vous, ou non? Non, parce qu'on a rencontré que Roland, on n'a pas rencontré d'athlètes, parce que c'est des athlètes, hein, les mecs, hein, franchement. On a rencontré que Roland. Mais par contre, Roland venait nous faire les séances dans notre milieu à nous. On est allé dans sa salle, c'était une salle de jeu d'ailleurs, c'était incroyable. Il y avait des comme les slackline, là, je pense. Slackline. Voilà. Très fine, plus large, il y avait des trapèzes. On ne faisait pas des trucs de fou, nous, forcément, avec le trapèze, hein, mais voilà, c'était une salle de jeu géante, donc tu lâches les joueurs là-dedans, t'as l'impression que c'est des gosses dans une cour de récré. C'était fabuleux. Et des fois, ils venaient sur le terrain ou dans notre salle de muscu faire des choses dans notre milieu, dans notre élément. Mais ça, franchement, ça fait du bien. Hein. C'est rafraîchissant pour des mecs qui sont pros, qui sont dans une salle de muscu depuis des années, qui font les mêmes choses depuis des années, ça fait du bien, quoi.
Et surtout, dans le rugby à 7, au final, quand vous partez tous ensemble. Enfin, c'est une petite famille ou c'est une petite cellule qui part et qui est toujours ensemble et un peu en vase clos. Et donc, quand tu fais venir quelqu'un d'extérieur avec d'autres idées, je pense que ça doit casser un peu la routine et tout. Ça va être terrible. Bah exactement, tu as très bien résumé la chose, c'est casser Mm. la routine, avoir de la fraîcheur. Ah, c'est trop bien. Et Julien, alors une semaine type en termes d'entraînement, on va dire sur une semaine de précision parce que je pense que c'est là où il y a le plus de choses à faire. Qu'est-ce que tu fais sur une semaine type et justement par rapport à ta thèse aussi, qu'est-ce que tu programmes, quel jour et à quel moment? Alors ouais, en pré-saison, forcément, c'est là où on programme nos plus grosses charges d'entraînement. On jongle entre différents formats de stages. On a des Mm. stages courts de 5 Mm. jours qui vont du lundi au vendredi. On a des stages de durée moyenne de 7 jours qui vont du lundi au dimanche. Et on a des stages longs où généralement on en fait un ou deux en pré-saison de 10 jours qui vont du lundi au mercredi de la semaine suivante. Dans ce format de stage long, on enchaîne 3 microcycles de 2 jours et demi, généralement. Et on essaye entre ces microcycles d'avoir une journée de récupération ou alors 2 demi-journées qui succèdent, tu vois, pour avoir 24 heures de récupération Ouais, entre nos ouais, ouais. microcycles. Ouais, Voilà. c'est pas mal. Après, sur nos Et tu... semaines plus classiques de 5 jours, c'est généralement celles qu'on a en phase Mm. compétitive après, hein, du Mm. lundi au vendredi. Donc le lundi matin, check médical, suivi d'état de forme, tout ça. Mm. Lundi après-midi, on se met tranquillement dans notre semaine. Une rugby technique qui est un peu courue, voilà. Mm. Le mardi, j'ai une séance de rugby vitesse avec une séance de musculation. L'après-midi, j'ai une séance de rugby collective. Le Mm. mercredi, j'ai ma séance rugby énergétique. C'est le point fort Mm. énergétique. Le jeudi, on a de nouveau une muscu mixte plus une rugby orientée vitesse, mais avec moins de vitesse maximale. Orientée Mm. vitesse plus accélération, démarrage, travail pliométrique. Mm. L'après-midi, de nouveau une rugby collective, intensité modérée. Et le vendredi, de nouveau un accent sur l'énergétique avec du rugby énergétique, de l'intégré ou alors des choses très... On fonctionne beaucoup, nous, avec des séances, des répétitions d'efforts à haute intensité, répétitions de sprint long associées à des phases de combat qui se répètent. Donc ça peut être des circuits d'enchaînement de tâches ou alors de l'intégrer du 7-7 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rythme. C'est top, super. Et qui sont au final alors tes mentors, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont aidé dans ton parcours? Bonne question. Bonne question. Franchement, j'ai pas, je sais pas, j'ai pas forcément de mentor, mais ouais, des sources d'inspiration forcément. Bah déjà, je dois énormément à Nicolas Babot, hein, le directeur du CEP, et à Julien Pissionne, donc le responsable de la cellule performance au sein de la FFR. Ouais, c'est deux personnes qui ont beaucoup compté pour moi, hein. En tout cas, ils ont comme point commun de m'avoir laissé beaucoup de liberté et d'autonomie dans ce que je faisais, dans mon travail, et ça m'allait bien. Peut-être qu'ils savaient que j'étais de nature un peu proactive et tout ça. Ils m'ont toujours Mm. ouais, fait confiance et me laisser faire les choses tranquillement. Et Mm. ouais, c'est des Mm. personnes avec qui j'ai adoré collaborer. Bah, je collabore d'ailleurs toujours Mm. avec eux, hein, bien sûr avec Julien. Mm. Voilà. Après, mes sources d'inspiration, bah, en fait, c'est tous mes collègues prépa dans les clubs. Mm. Des fois, ça m'arrive de me déplacer dans les clubs pour rencontrer bah, les collègues, voir comment ils travaillent, et c'est super riche. J'apprends Mm. toujours énormément de choses. Donc mes sources d'inspiration, ouais, c'est eux, mes collègues prépa dans les Mm. clubs et dans d'autres fédérations à l'INSEP, quoi. Mm. Trop bien. Et est-ce que tu as des livres qui t'ont, que ça peut être sur la performance ou autre, qui t'ont marqué et que tu relis de temps en temps? Alors, pour tout avouer, je lis peu de livres sur l'entraînement ou la prépa Ouais. physique ou les méthodologies Ah, d'entraînement. Et parce que ça me parle pas, en fait. Et faut que je sois confronté à un problème ou à une question pour que j'aille fouiller. Après, là, si, je vais prendre le bouquin où je sais que je peux trouver l'info et voilà. Mais
Ouais, j'irais pas, en tout cas, instinctivement, j'irais pas, je m'oriente pas sur ce type de lecture. Après, j'aime bien regarder des documentaires à la télé. Le dernier en date, c'est À la recherche de l'excellence. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'était un documentaire qui est passé sur Canal+ il y a pas longtemps où je me suis régalé. C'est vraiment, je le conseille à beaucoup d'athlètes d'ailleurs et à beaucoup de coachs de regarder ce documentaire. En fait, ça permet de comprendre comment se sont construits les grands champions. C'est un truc de dingue. Il y a des témoignages de la part que de grands champions. Hein, il y a un joueur de hockey, de foot américain, de foot. Il y a Pelé notamment. Voilà, de plein de sports différents. Et il y a des témoignages en fait qui te rendent compte de la complexité de la performance. Comment c'est compliqué. Je te prends l'exemple de joueur de foot américain, là, je crois que c'est Jerry Rice, qui te dit qu'il avait les pires tests physiques quand il faisait les drafts et tout ça, mais qu'il avait rien pour réussir, hein, aucune qualité physique, mais que sur le terrain, mais c'était lui le plus rapide. Et parce que voilà, c'était lui le plus rapide sur le terrain, parce que il avait cette capacité à gérer sans doute sa prise d'information, sa prise de décision. Son temps de réaction devait être top. Il devait avoir une capacité à changer de direction incroyable, une capacité à changer de rythme incroyable, sans oublier la gestion des aspects mentaux quand tu es en situation de compétition, la gestion des émotions, les aspects motivationnels, tu vois. Et voilà, ça te montre que la performance, elle est pas si simple que ça. Il faut pas résumer les choses à un simple aspect athlétique, et ça suffit pas de courir très vite en ligne droite pour marquer des essais de 100 mètres, quoi. C'est top. Donc, ouais, voilà. Mais après, autrement, ouais, je lis de moins en moins d'articles, c'est pas bien, hein, sur les thématiques de physio ou d'analyse de perf. Je lis les résumés, je lis les abstracts, ou alors je lis les infographies de Yann Lemer. Il nous fait le travail pour nous, en fait. Hein, donc, voilà. Mais je lis de plus en plus d'articles. Par contre, je lis d'autres articles. Hein. Plus des articles en relation avec avec les sciences molles. J'aime pas trop ce terme-là parce que c'est péjoratif, mais tout ce qui est attrait avec les sciences humaines et sociales, en fait. Voilà, tu vois, les facteurs socio-culturels qui influencent les performances des sportifs, des coachs de haut niveau, leur équilibre de vie, le développement des habiletés cognitives, le développement de l'enfant, et l'influence de l'environnement sur son développement. Je trouve ça, c'est des problématiques qui sont dingues. Et tu les trouves où? Je regarde pas mal de comment ils appellent ça, de webinaires. Autrement, sur PubMed, voilà. Hein. Ouais, tu trouves pas mal de choses. Et puis, parfois, par exemple, je m'intéresse beaucoup aux travaux en sociologie d'Hélène Joncheret, qui bosse à l'INSEP. Donc, quand on se croise à l'INSEP, on échange aussi sur ces problématiques. Il y a Mika Campo qui est expert chez nous sur les habiletés cognitives et mentales. Donc, on a de la ressource aussi de documentation en interne, mais autrement, ouais, PubMed, ça fonctionne bien. Top. Et Julien, alors pour les gens qui ont envie de te contacter et de discuter un peu avec toi, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus actif, où on peut te joindre? Ouais, alors j'utilise pas mal Twitter d'un point de vue professionnel. J'ai Instagram, mais vu que j'aime prendre des belles photos et tout ça, c'est mon Instagram personnel avec des belles photos de Paris ou de voyage et tout ça. Mais ouais, sur Twitter, sur Twitter, on peut me contacter sans problème. Ça va. Ou LinkedIn, bien sûr. Ouais, super. Eh ben, merci Julien, merci beaucoup. Ben écoute, c'était un plaisir. C'est chouette d'échanger parce que voilà, ça permet de faire une petite introspection aussi. Et j'espère en tout cas que les quelques témoignages, ce témoignage pourra inspirer ou poser des questions aux personnes qui l'écouteront. C'est sûr, carrément. Merci beaucoup, Julien. Ben merci à toi en tout cas. C'était top. À bientôt. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux.
Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.